Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Bienvenue aux 20h. Encore une attaque à la frontière du Cameroun avec la RCA. Des rebelles, des assaillants, identifiés d'après des sources comme des rebelles de la Séléka, ont attaqué la localité de Biti à l'est du pays il y a 2 jours. Le bilan des accrochages, d'après un communiqué du ministère de la Défense, parle de 5 morts côté assaillants et de 2 côté camerounais. Face à cette recrudescence de ce type d'événements dans nos frontières, eh bien, les géostratèges recommandent le renseignement prévisionnel. La destination de l'Est et même de l'extrême nord Cameroun sont-elles dangereuses? On en parle en deuxième partie de ce journal. Ça y est, les Lions indomptables seront bel et bien de l'expédition brésilienne en 2014. Les poulains de Volker Fico ont obtenu leur qualification hier au stade Amadou Ahidjo. Au moment où le Cameroun s'apprête à participer à sa 7e Coupe du Monde, la grosse interrogation reste sur les retombées de cette énième participation de notre pays au grand rendez-vous du football mondial. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour les développements. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons à l'entame de ce journal de cette attaque survenue au marché de Biti, c'est dans l'est du Cameroun. Il s'agit donc des hommes armés dont l'identité est attribuée d'après des sources aux éléments de la rébellion Séléka en République centrafricaine. Eh bien, la prompte riposte de l'armée camerounaise a fait plusieurs morts du côté des assaillants. Les détails dans ce reportage de Fenelon Maobsen. Selon un communiqué officiel du ministère camerounais de la Défense, le bataillon d'intervention rapide Lobir a riposté à cette attaque. Bilan, 5 morts parmi les assaillants et 1 capturé contre un civil et un militaire tué côté camerounais. D'autres assaillants ont pu prendre la fuite vers le territoire centrafricain. Jusqu'ici, l'identité des hommes qui ont attaqué le marché de Biti à l'est du Cameroun n'est pas encore officiellement établie. Mais les premières enquêtes attribuent cette invasion aux éléments de la rébellion Séléka qui a porté Michel Djotodia, l'actuel président au pouvoir en République centrafricaine. L'attaque du marché Biti, localité camerounaise frontalière avec la Centrafrique, est survenue samedi dernier. Des sources indiquent que les hommes armés ont fait irruption dans cet espace marchand, réputé dans la vente du bétail et qui attire les bandits de grand chemin. Ils ont tenu en respect les commerçants. Seulement, l'invasion ne tiendra pas longtemps grâce à la réaction conséquente du bataillon d'intervention rapide camerounais. Cette autre attaque intervient quelques mois seulement après celle notamment de Toktoyo, toujours à l'est du Cameroun, par des hommes armés venus de la République centrafricaine. Une éruption qui avait coûté la vie à un officier de police camerounais. Eh bien, face à ces multiples attaques que l'on observe au niveau des frontières du Cameroun, plus particulièrement dans la région de l'Est, les géostratèges recommandent le renforcement des renseignements prévisionnels. Ils réagissent dans ce reportage d'Emmanuel Djeb, Joël Essengue et Marcelin Ganson. Pour Victorin Aminim Bieleux, expert en question de défense, ces attaques et enlèvements à répétition sont non seulement dus à la porosité de nos frontières, mais également à la faiblesse des moyens déployés pour les sécuriser. Quand on attaque un pays, c'est parce qu'on estime qu'on peut atteindre ses objectifs. Si un pays est suffisamment sécurisé pour éviter ces attaques-là, je crois que ça ne viendrait pas. Nous n'avons pas les éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans ces zones-là. C'est pour ça qu'ils peuvent y aller. Le professeur Vincent Touda Ebodé est également un expert en question de sécurité. Pour lui, le Cameroun paie simplement le lourd tribut de la chasse à l'homme que subissent aussi bien les membres de Boko Haram que les rebelles de la Séléka. Les États dans lesquels ces mouvements ont pris naissance même n'arrivent pas à faire face. Donc si ces États n'arrivent pas à faire face à ces mouvements, bien évidemment, ces mouvements vont se propager. D'un autre côté, le fait que les États centrafricains et nigérians soient en train de combattre ces mouvements vont donc amener les acteurs de ces mouvements à fuir. Le Cameroun devient une terre qui peut apparaître aux yeux de ces trafiquants comme une terre de repos. Les experts pensent que le Cameroun peut contenir les menaces dont il est l'objet au niveau de ses frontières. Il est bon que les Camerounais comprennent que nous vivons dans une sous-région
où véritablement règne l'insécurité. Et la meilleure manière de gérer cette insécurité, c'est ce que nous appelons le renseignement prévisionnel. Et dans la plupart des cas, le renseignement prévisionnel fonctionne par l'aide des populations. Si les Camerounais eux-mêmes n'aident pas les forces de sécurité, le renseignement prévisionnel ne peut pas beaucoup fonctionner. Et dans ce cas-là, on va donc assister à des confrontations. Plus le renseignement prévisionnel fonctionne, plus on anticipe. Moins il fonctionne, plus on réagit. Pour Victorin Amenim-Bieleu, il faut au-delà de tout une réelle volonté politique à sécuriser les frontières camerounaises. Que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens techniques, il faut qu'ils soient en place. Comme nous ne pouvons pas mettre les soldats à tous les kilomètres de nos frontières, il y a aujourd'hui des moyens techniques qui permettent au moins d'avoir des informations sur ce qui se passe dans nos différentes frontières. Donc il faut simplement que nous ayons d'abord la volonté politique nécessaire pour le faire, que nous nous organisions suffisamment et que nous mettons les moyens. Voilà, pour comprendre davantage ce qui se passe au niveau des frontières du Cameroun à l'Est et à l'extrême nord, je vous propose cette réaction du géostratège Yamemsan, enseignant d'université, le professeur Ntouda Bodé, et au micro de Marcelin Ganso. Le Nigeria comme État lutte depuis longtemps avec Boko Haram sans véritablement en venir à bout. Et le mouvement rebelle Seleka, qui, comme vous l'avez vu, a réussi à prendre le pouvoir à Bangui, n'a pas pu sécuriser le pays, la Centrafrique, au point où, à peine 2 mois après avoir pris le pouvoir, le président en exercice, c'est-à-dire provisoirement à la tête de la Centrafrique, a dû dissoudre un mouvement. Mais il a dissous un mouvement qui ne contrôlait plus, ce qui signifie donc qu'en réalité, les éléments incontrôlés de ce mouvement, lorsque par exemple ils ont déjà faim et qu'ils se trouvent en brousse, s'ils vont du côté de Bangui, on va les pourchasser. S'ils viennent du côté du Cameroun, on va les pourchasser. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Camerounais doivent constater et observer que pratiquement tous les jours, il y a les morts en Centrafrique dus aux actes de la Seleka. Et lorsqu'on pourchasse ces gens-là, ils cherchent à fuir. Donc automatiquement, ils vont aussi essayer de pénétrer le territoire camerounais, d'où donc aussi les affrontements. Nous allons revenir de long en large sur ces incidents survenus dans l'est du pays et même à l'extrême nord en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Eh bien, un autre incident pouvant en cacher un autre, cette fois c'est à la région de l'extrême nord. Il y a quelques jours, c'est un prêtre français qui a été enlevé. Eh bien, le gouvernement de la France recommande à tous ses ressortissants de quitter cette partie du pays. François Hollande s'est exprimé quelques jours après donc l'enlèvement du père Georges Van der Boer. C'était dans la région de l'extrême nord. L'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robuchon, a pris part à une messe au cours de laquelle des prières ont été dites pour que le père Georges Van der Boer soit retrouvé. Parlons de toute autre chose à présent, 23e journée africaine de la statistique. L'événement se célèbre ce jour au moment où le Cameroun fait face à l'actualité, à la difficulté donc à rendre public donc l'actualisation et même les données pouvant donc permettre une émergence de notre pays à l'horizon 2035. C'est le constat dans ce reportage d'Élisée Mbogba et Yannick Mbazoua. La maîtrise des données statistiques, un élément indispensable pour le développement d'un État. C'est à travers les données statistiques qu'un pays peut faire la prévision. Et pour planifier dans le secteur éducatif, pour planifier dans le secteur sanitaire, pour planifier même dans le secteur industriel, un pays a besoin des données statistiques, c'est-à-dire qui sont des données chiffrées. Sans statistiques, on ne peut pas planifier le développement. Malheureusement au Cameroun, les données statistiques souffrent d'un problème d'actualisation et de publication. Et le point qui se pose au Cameroun, c'est que la majorité des institutions camerounaises ne respectent pas, n'ont même pas un cahier de charge en matière de statistiques. Alors vous allez voir par exemple les statistiques d'un ministère ou bien d'un secteur d'activité qui devaient être normalement données au cours de l'année 2013.
vont être donnés à l'Institut national de la statistique peut-être dans 2 ans, peut-être en 2015. Et c'est en cela qui rend difficile l'actualisation des données statistiques. Les conséquences négatives de cette situation sont par ailleurs fort visibles. La pénurie d'eau dont souffrent les populations camerounaises aujourd'hui, on peut se dire que cela n'a pas été prévu, notamment au niveau des statistiques démographiques, de voir que on n'a peut-être pas prévu qu'il y aurait une agglomération galopante des villes comme Yaoundé et Douala. En cette 23e journée africaine de la statistique, sous le thème « Les données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique », le gouvernement est plus qu'interpellé à actualiser et publier les données statistiques dans tous les domaines d'activité pour une émergence possible du Cameroun à l'horizon 2000. Opération de renouvellement des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Eh bien, le processus se poursuit demain. Les élections auront lieu cette fois-ci au niveau départemental. Municipal 2013, on en parle dans ce journal. Eh bien, les exécutifs communaux issus donc du double scrutin du 30 septembre dernier prennent progressivement leurs fonctions. Il y a donc ceux de la commune de Tonga à qui les chefs des juridictions d'Undé ont donc recommandé de mettre un accent particulier sur le bien-être des populations. Voyons tout cela avec Jérôme Nassi Obzé. Le palais de justice de Banganté vient de servir de cadre à la cérémonie de prestation de serment du nouveau maire et ses adjoints de l'arrondissement de Tonga dans le département d'Undé. M. Bichébé Raphaël, Dr Ngamia François et Mme Maténé, épouse Nogo Marie-Pascal, élus respectivement maire, premier et deuxième adjoint au maire de la commune de Tonga, au lendemain des récentes élections municipales, ont pendant 1 heure d'horloge été suspendus aux lèvres des chefs de région d'Undé dans le cadre de leur prestation de serment. Le procureur Ebo Aoulou Serge a tenu à rappeler aux nouveaux élus que la prestation de serment n'est pas une simple formalité, c'est justement ce serment qui donne la possibilité au maire et ses adjoints d'exercer leur mission en toute légalité. Les chefs de juridiction d'Undé ont tenu à mettre en garde les nouveaux maires par rapport à la gestion des marchés publics et notamment les détournements de fonds qui peuvent parfois aboutir jusqu'à la confiscation de leurs biens. Une cérémonie rehaussée par la présence des populations de Tonga qui attendent beaucoup de cette nouvelle exécutive communale. Ce que nous attendons du nouveau maire de Tonga après sa prestation de serment, c'est un changement, une innovation qui va faire plaire à la population de Tonga. À l'analyse du curriculum vitae du nouveau maire, M. Bichébé Désiré, il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet ingénieur de l'école polytechnique, par ailleurs expert en passation des marchés publics, nourrit déjà beaucoup d'ambition pour sa commune. Et vous pouvez comprendre avec moi la lourdeur de la tâche, le poids que nous avons sur les épaules et que j'espère que ce poids, au contraire, va nous pousser à bien faire, à nous mettre à l'œuvre à temps, à contrôler nos actions pendant que nous avancerons. Le nouvel exécutif communal de Tonga, c'est désormais ce qui a fait danser. Exercice similaire à Bafoussam 3e, nous sommes toujours dans la région de l'Ouest Cameroun où cette fois le préfet de la MIFI a demandé à l'exécutif communal de faire de la lutte contre la grande criminalité son cheval de bataille. Retrouvons une fois de plus Jérôme Nassi Obzé. Nous sommes ici à Bafoussam 3e dans la MIFI, région de l'Ouest Cameroun. Son septénaire problème demeure le mauvais état des routes. Viennent se greffer à celui-ci l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé de base dans cet arrondissement qui compte environ 80 000 âmes. Une mission délicate qui attend le nouvel exécutif communal qui vient d'être officiellement installé par le préfet de la MIFI, Joseph Tangwa Fauveur. Monsieur Ndefoku Daniel est le nouveau maire de la commune Bafoussam 3e. Cet entrepreneur de formation est marié et père de plusieurs enfants. Le premier adjoint n'est autre que Sa Majesté Kakefoso Joseph, chef supérieur Bamungoum. Quant au troisième adjoint, elle a pour nom Dia Elisette, elle est enseignante de formation. Joseph Tangwa Fauveur a tenu à inviter les populations Bafoussam 3e à apporter leur soutien au nouvel exécutif communal soutien le cadre de la lutte contre la grande criminalité. Il y a ceux qui ne travaillent pas. Les bandits qui travaillent seulement la nuit, dans la journée, sont en train de jouer les cartes. Le maire doit nous dicter, doit nous montrer où les bandits se trouvent ici à Bamou. Elle est chassée. Et vous devez collaborer avec le maire pour montrer où se trouvent tous les bandits.
Ces élus ont également prêté serment le même jour au tribunal de grande instance de la MUFI à Bafoussam. Ils ont par la suite été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par les chefs de juridiction du même tribunal. Eh bien, cette note d'information avant de passer à la volumineuse page consacrée aux lions indomptables et à leur qualification mondiale 2014. Les aliments consommés et rejetés par les êtres humains bientôt transformés en engrais naturels au Cameroun. Le dispositif a été mis en place à travers la construction des toilettes écologiques. L'initiative du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement rural rentre dans le cadre de l'opération Ville verte et elle lutte également contre le changement climatique. Le programme lancé il y a quelques jours au lycée de Badiop, c'est dans le département d'Union et Kélé, a donc permis de remettre le matériel d'assainissement au club ami de la nature de cet établissement d'enseignement secondaire. Ça y est, les lions indomptables seront de l'expédition brésilienne en 2014. C'était grâce à leur victoire hier au stade Amadou Ahidjo, 4 buts en faveur à 1 contre les Tunisiens. Une victoire qui a donc été également possible grâce au 12e joueur. Le public venu massivement au stade de N'Fandena a bel et bien joué son rôle, comme on peut s'en rendre compte dans ce reportage de Marcelin Ganso. Dès leur entrée en stage, les Lions n'ont cessé d'appeler le public à jouer sa partition sur le chemin de la qualification pour le Mondial 2014. Message compris, si l'on s'en tient à la grande mobilisation observée ce dimanche à Yaoundé, rarement on a vu un tel public dans une cuvette de Fandena qui a été en constante ébullition. Les premières sensations sont vécues dès l'arrivée des Lions indomptables au stade. L'accueil est plus que chaleureux. Et dès que Samuel Eto'o-Fils et ses coéquipiers foulent la pelouse de Fandena, c'est l'extase. Ce sont les youyous et applaudissements à n'en point finir. À ce moment, le stade Amadou Ahidjo est déjà presque plein. Nous sommes à 45 minutes du coup d'envoi. L'ambiance est la même lorsque le top 11 de Volker Finke fait son entrée sur le stade pour l'exécution de l'hymne national. Les cœurs des spectateurs battent au rythme de leur ferveur patriotique. Une ferveur qui va s'amplifier lorsqu'à la 3e minute, Achille Webo ouvre le score. L'attaquant de Fenerbahçe, vomi depuis le match aller, est porté en triomphe par le public. D'aucuns l'appellent déjà le sauveur. Après lui, Benjamin Moukandjo et Jean de Makoun, par 2 fois, permettent au Cameroun de ridiculiser la Tunisie. 4 buts contre 1. Les Lions indomptables, qui avaient du mal à marquer des buts, sont sortis de leur réserve et l'ont fait de fort belle manière. Le public va à juste titre saluer cette prestation exceptionnelle. Prestation qui ouvre grandement les portes du Brésil au poulain de Volker Finke. Un public qui de bout en bout a su jouer son rôle et n'a aucunement paniqué, même lorsque de retour des vestiaires, les Tunisiens ont réussi à réduire le score. Et lorsque l'arbitre siffle la fin de la rencontre, les spectateurs peuvent jubiler, fiers du devoir accompli. Et Samuel Eto'o-Fils ne manquera pas face à la presse de saluer ce public qui a su accompagner les Lions vers le sacre final. Tout est bien, qui finit bien. Voilà, comme le disait Marcelin Gansopoba de ce reportage, Samuel Eto'o-Fils, mais également l'entraîneur Volker Finke ont donc rencontré la presse juste quelques instants après leur victoire. Je vous propose un extrait de cette réaction du capitaine des Lions indomptables, extrait sélectionné par Marcelin Ganso. La dernière fois, j'ai dit, il n'y avait pas de magie dans le football, on travaillait bien.
vous espérez que le résultat va suivre à un moment donné. Et je crois qu'on a compris. On a compris que seul par le travail, on peut réussir. Et vraiment cet après-midi, les Lions ont fait un bon boulot, bonne maîtrise de balle, sans pression. Et vous voyez, on marque 4 buts. Et je profite pour vous dire que nous allons vous adresser un courrier que nous allons signer les capitaines, mes adjoints et moi, au nom de toute l'équipe, pour vous dire grand merci à tous. Maintenant, vous savez comme nous ce qu'il faut faire pour qu'on se prépare bien et pour qu'on arrive bien au Brésil. Il faut qu'on commence à travailler. Dès demain, tout déjà qu'on travaille pour le Brésil, qu'on arrive bien dans les meilleures conditions pour qu'on puisse peut-être être la surprise, comme le Ghana l'avait fait, et faire peut-être mieux que le Ghana. C'est peut-être un beau rêve, mais... Eh bien, il faut signaler que 5 pays vont représenter le continent noir à ce grand rendez-vous du football mondial au Brésil en 2014. Et parmi ces 5 pays, 3 ont déjà obtenu leur ticket de qualification. Il s'agit du Cameroun, du Nigeria. Le Nigeria donc qui a dompté l'Éthiopie 2-0 en match retour, mais également de la Côte d'Ivoire qui, malgré le match nul obtenu face au Sénégal, la rencontre qui s'est donc disputée au Maroc, un but partout, eh bien le Sénégal, la Côte d'Ivoire, grâce à sa large victoire au match aller, 3-1, obtient donc le ticket de qualification. Eh bien les 2 derniers tickets seront donc connus demain au terme des rencontres qui opposent respectivement l'Égypte au Ghana, mais également l'Algérie au Burkina Faso. Après le succès de l'équipe fanion du Cameroun, la grosse interrogation reste maintenant la gestion des retombées issues donc de cette 7e qualification de notre pays à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour en savoir davantage, suivant ce reportage de Yannick Mbazoua. Pour avoir arraché leur ticket de qualification pour la Coupe du Monde Brésil 2014, l'équipe nationale du Cameroun recevra 50 millions de francs CFA de la part de la FECAFOOT et 109 millions de francs CFA du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Un argent qui ira tout droit dans les poches des joueurs et du staff technique. Du côté de la Fédération internationale de football, on évoquerait déjà le montant de 1 milliard de francs CFA comme prime de qualification. Un argent qui servira à la préparation technique de l'équipe nationale. En dehors de ces primes suscitées, le Cameroun recevra de la part de la Fédération internationale de football des primes de participation, comme en 2010, où les Lions indomptables ont reçu près de 4 milliards de francs CFA. Un argent destiné au développement du football au Cameroun. Pour l'enveloppe de 2010, 2 principales réalisations étaient inscrites dans le cahier de charges. La construction du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. À ce projet-là devait donc s'ajouter l'extension et le réaménagement du centre technique de la Fédération camerounaise de football. À ces 2 projets s'ajoutent d'autres. L'aménagement des bâtiments qui abritent les ligues décentralisées à travers le pays. Et pour les régions où la ligue ne sont pas encore pourvues de bâtiments qui abritent leurs services, était donc prévu la construction des sièges de ces ligues-là, notamment dans la Ligue du Littoral, la Ligue du Centre et la Ligue de l'Ouest. Aujourd'hui, si la construction du siège de la FECAFOOT est en cours d'exécution, les autres projets restent l'ombre d'eux-mêmes. La crise qu'a connue la fédération il y a quelques mois ont empêché que les travaux soient véritablement lancés. Leur est donc à la vigilance, surtout que c'est à ce moment que les appétits s'aiguisent. L'exemple le plus concret étant le problème de trop perçu des frais d'émission de certains hauts cadres du ministère des Sports et de l'Éducation physique lors de la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. Eh bien, c'était au bas de ce reportage de Yannick Mbazoua que nous mettons terme à la première partie de ce journal. Retrouvons-nous juste après la transition et nous allons revenir sur ces attaques perpétrées par des assaillants présentés comme étant des rebelles de la Séléka à l'est du pays. Et pour en parler de cette actualité en deuxième partie de ce journal, nous accueillons un habitué des plateaux d'Equinox Télévision. Il est en même temps journaliste d'investigation.
Kaminele, bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal Adégué. Alors, en bon journaliste d'investigation, vous êtes certainement au courant de cet énième incident qui est donc survenu au niveau de la localité de Biti, plus précisément dans la région de l'Est Cameroun. Une fois de plus, des assaillants centrafricains qui traversent la frontière et viennent faire des victimes au Cameroun. Votre réaction? Écoutez, c'est tous les Camerounais qui sont bouleversés par cette situation assez grave. Et bien évidemment, cela fait l'objet de traitement de cette information par toute la presse, aussi bien nationale qu'internationale. Mais moi, je pense que c'est un problème suffisamment grave pour que des mesures importantes soient prises. On peut également se poser des questions de fond. Comment comprendre que en l'espace de quelques années, que l'on assiste à ce genre d'événements à l'est du pays, le Cameroun démontre-t-il par ses actes son incapacité à protéger la frontière de l'est du pays? Non, mais quand on pose cette question de manière aussi simple, c'est parce que certainement on ne connaît pas l'immensité de cette région de l'Est, ni l'immensité de la frontière séparant le Cameroun de la Centrafrique. Mais je pense que le véritable problème se situe au niveau de la situation absolument incandescente par laquelle la Centrafrique se caractérise depuis quelques mois, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Djoto Dia. Après le départ, après la débandade du régime Bozizé et les exactions des éléments incontrôlés de la Séléka, forcément nous assistons à une situation assez difficile. Difficile parce que le problème ne se situe pas seulement au niveau des éléments incontrôlés de la Séléka. Parce que au niveau de cette frontière, on peut aussi parler des éléments de l'ex-armée de M. Bozizé qui ne peuvent pas rentrer dans l'armée et qui attendent certainement qu'un jour ou l'autre, M. Bozizé revienne. Alors, il y a aussi, parce qu'il faut tenir compte, parce qu'il y a trois facteurs d'insécurité. Il y a bien évidemment les éléments de la Séléka qui eux-mêmes n'arrivent déjà pas à laisser le régime tranquille, et qui se manifestent à travers tout le pays par des exactions. Mais il y a aussi les éléments de l'ex-armée de M. Bozizé. Et il y a enfin des éléments de bandits, des groupes de bandits organisés qui savent très bien que compte tenu de la situation insurrectionnelle, ils peuvent se permettre de semer la terreur au niveau des frontières. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas seulement voir la Séléka, mais il faut tenir compte de cette possibilité d'une triptyque. Ah bon, mais les gens voudraient quand même comprendre, puisque on se serait attendu à ce que, après les tristes événements qui ont abouti au décès d'un officier de police dans cette partie du pays, qu'on prenne des mesures drastiques pour que pareil événement n'en arrive pas. Mais quand on voit un peu ces circonstances telles que cela nous a été relaté dans non seulement le communiqué rendu public par le ministère de la Défense, mais également les informations que certains journaux ont fait mention de comment est-ce que c'est arrivé. On parle d'environ 1000 assaillants qui ont traversé comme ça la frontière entre Cameroun et la RCA. Est-ce que le Cameroun n'a pas péché par une sorte de laxisme, n'a pas peut-être d'une manière ou d'une autre négligé cet aspect-là après ce qui est arrivé il y a quelques mois? Il serait tout à fait logique de se poser cette question et de se demander est-ce qu'effectivement le Cameroun n'a pas péché par excès de laxisme. Mais vous savez, on nous a habitués à nous faire croire qu'il existe dans ce pays ce qu'on appelait un Conseil national de la sécurité. Et moi, je pense à mon humble avis qu'un conseil comme celui-là devrait réfléchir en permanence sur les problèmes de sécurité. Alors ce Conseil national a-t-il tenu compte de la réalité de la Centrafrique au moment où le président Djoto Dia a pris le pouvoir et au moment où des éléments incontrôlés ont commencé à semer la terreur? Est-ce que ce conseil même se réunit de temps en temps pour prendre la température de l'insécurité à nos frontières? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Bon, maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est en fait, même pas l'autre question, moi je dis, il faut tout simplement regarder la situation de manière froide. Vous avez dit qu'on a parlé de 1000 éléments, je ne pense pas que ce soit 1000, parce que je ne sais pas si on les a comptés, mais ce que nous avons appris par contre, c'est que c'est une poignée, une dizaine d'éléments du BIR qui a mis tout ce monde. Ce sont des informations qu'on a pu... C'est des informations qui a collectées dans certains journaux parus ce lundi. Oui, mais de toute façon, des informations, quand une actualité est chaude, elle est traitée. Mais ce qui apparaît de plus en plus certain, c'est que c'est une poignée d'éléments du BIR qui a réussi à contenir ces assaillants et à en capturer quelques-uns, à en tuer quelques-uns et à obliger d'autres à prendre la fuite. Cependant,
ce qui peut rassurer aussi, c'est que le ministre de la Défense vient de mettre sur pied, vient d'installer un dispositif d'infanterie, d'intervention rapide et même de l'armée de l'air dans cette région pour pouvoir enfin faire face à cette situation. Mais c'est une mesure qui arrive certes tard, mais elle arrive quand même. Elle arrive quand même aujourd'hui. Camille, on ne veut pas peut-être négliger toutes ces dispositions qui sont en train d'être prises par les autorités, mais on se rappelle quand même qu'on nous a tenu un même langage lors des événements antérieurs. Qu'est-ce qui peut maintenant rassurer ces populations de la partie de la région de l'Est, plus particulièrement celles qui vivent à la frontière entre la RCA, qu'elles peuvent dormir sur leurs deux oreilles? Ben moi, je pense que ce qui peut les rassurer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a 3 unités qui sont installées aujourd'hui. Et ces 3 unités, comme je l'ai dit, elles arrivent peut-être après coup, mais elles sont installées. Et moi, je pense que ces unités-là vont remplir leur mission, vont faire face à leur mission. Mais ce qui peut paraître surprenant et ce qui a inquiété jusqu'ici la population de cette région, c'est qu'il n'y avait que les éléments, les unités ordinaires du BIR qui étaient là pour surveiller les frontières. Mais maintenant, ce sont des unités spéciales qui, je pense, auxquelles doivent s'ajouter même des éléments techniques pour pouvoir opérer une surveillance même par satellite. Parce que la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun est très très vaste. Elle est très très vaste de telle manière qu'on ne peut pas placer un militaire à chaque kilomètre. C'est pour cela qu'au-delà des moyens logistiques ordinaires, il faudrait même aussi maintenant penser à des moyens par satellite qui sont beaucoup plus, plus pertinents. Alors Camille Nélé, quel pourrait être l'impact de cet incident sur les relations bilatérales qu'entretiennent les deux pays, la RCA et le Cameroun? Ben vous savez, moi je ne pense pas que la République centrafricaine soit directement responsable des insurrections de ces rebelles et de ces bandes armées. Moi, puisque tu portes à croire que ces assaillants venaient effectivement de la RCA. Et non, ces assaillants venaient de la RCA, ils sont repartis en RCA. Ce sont des assaillants, mais ce sont des assaillants. Mais ces assaillants peuvent être des bandits, peuvent être des militaires de Bozizé, peuvent être de la Séléka. Mais ce sont des bandes armées qui venaient de la RCA, qui sont venues vers le Cameroun. Ce n'est pas la RCA qui a attaqué le Cameroun, mais c'est des individus armés incontrôlés qui ont attaqué le Cameroun. Moi, je pense qu'en réaction, le Cameroun va forcément prendre des mesures qui s'imposent face à des éléments ou à une attaque comme celle-là. Mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler un casus belli, c'est-à-dire qu'un cas qui est susceptible de provoquer la guerre entre les RCA. C'est tout simplement, moi je pense que c'est le moment est venu et le prétexte est là pour renforcer et alors intensifier la surveillance de notre frontière qui devait être faite depuis beaucoup plus longtemps. Alors, on connaît également que cette zone connaît une grande fréquence du trafic routier entre le Cameroun et la RCA, et beaucoup d'aspects, beaucoup plus sur l'aspect économique. La RCA en tire beaucoup plus de profit sur ce trafic-là. Est-ce que la résurgence, la recrudescence de ce genre d'événements ne pourrait pas avoir un impact sur le plan économique de ces pays voisins? Bien évidemment, le Cameroun est la porte d'entrée de la RCA. C'est le Cameroun qui est le port de la RCA. La RCA est un pays enclavé, donc tout ce qui vient de l'extérieur passe par le Cameroun. Et c'est pour cela que justement, l'intensification de la surveillance des frontières du Cameroun et même maintenant une sorte de plateforme entre les forces de sécurité du Cameroun et de la RCA devrait en principe sauvegarder cet aspect économique qui franchement pâtit sérieusement de l'insécurité. Alors, Camille, cet événement, on peut le dire, en cache un autre. Il y a quelques semaines, c'est le prêtre Georges Van der Busch qui a donc été enlevé dans la partie septentrionale. Un acte qui a mené le gouvernement français à interdire cette zone à tous leurs ressortissants. Est-ce que l'Est et l'extrême nord deviennent des destinations dangereuses pour vous au Cameroun? Mais disons que ce ne sont pas des destinations très sécurisées. Vous savez qu'effectivement, à droite, à l'Est, il y a la RCA avec les bandes incontrôlées, soit de la Séléka, soit des bandits. Et vous savez qu'à gauche, il y a l'État du Borno qui est le bastion de la secte islamiste Boko Haram, pourchassé par le gouvernement nigérien et qui est tenté de temps en temps de faire des excursions au Cameroun. Il n'y a pas risque que les autres ressortissants emboîtent le pas au président français, au gouvernement français, de demander à ces ressortissants. Est-ce qu'on sait quand même que la zone de l'extrême nord
son principal revenu, c'est basé sur le tourisme. Cela aura sérieusement un impact sur les tourismes. Non, le tourisme, il faut déjà dire que le tourisme de l'extrême nord lui-même, il est moribond depuis de longues années. On n'en parle plus. Parce que même le fameux parc d'Oaza, il n'y a pratiquement personne qui y va. Et moi, je me souviens, je revenais du Tchad, pratiquement au moment, à l'époque où la famille, ces Français ont été enlevés, de temps en temps, vous voyez 1-2 familles à Oaza, alors qu'avant, c'était vraiment le plein. Non, je veux dire que toute cette zone est en insécurité aujourd'hui parce que la frontière du Nigeria, la frontière du Cameroun-Nigeria est une très très longue frontière et qui est non seulement peureuse, mais qui est la porte d'entrée et de sortie de toutes sortes de trafics. Et bien évidemment, aujourd'hui, elle est le terrain de prédilection de bandes armées. Parce que quand moi je souris un peu, je suis tenté de sourire un peu, chaque fois qu'il y a un enlèvement, qu'on indexe directement Boko Haram. Boko Haram est une secte islamiste dangereuse, cruelle, qui tue. Et Boko Haram ne fait pas dans la recherche des rançons. Merci. Et je vais aller plus loin, parce que oui, quand les moulins fournis ont été kidnappés il y a 7 mois, rien n'a indiqué que c'était Boko Haram. Aujourd'hui, il y a le prêtre blanc qui a été enlevé, et il y a un paradoxe, parce qu'on nous annonce que c'est Boko Haram qui l'aura enlevé en complicité avec une autre secte islamique qui, elle, est beaucoup plus loin et qui fait aussi dans l'enlèvement. Merci Camille Nélé d'avoir fait déjà un rapprochement avec ces événements de cette famille Moulin Tanguy qui a donc été enlevée. Merci également d'avoir répondu à cette invitation. Merci Pascal Etienne Azégué. Moi je pense qu'il est important que les journalistes éclairent l'opinion parce que depuis justement l'enlèvement de ces blancs, il y a comme une sorte de catastrophisme échevelé qui fait que les gens vont un peu dans tous les sens et c'est chacun qui dit n'importe quoi, ce qui fait que les gens ne savent plus à quel sens se vouer. La situation est certes difficile, mais il appartient aux journalistes d'éclairer l'opinion. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Retrouvez juste après la météo et à 20h45, c'est la place à l'équipe de sport d'Equinox Télévision 100% foot, une présentation de Sylvestre Hippolyte Zangaou. L'équipe de production de ce journal vous dit merci tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.